Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes une fois de plus heureux de vous avoir parmi nous. Et bien ce moment est un moment que à la fois nous apprécions, mais aussi que nous redoutons un peu, qui est la dernière webconférence du MOOC. Alors nous l'avons souhaité d'une certaine manière, pour reprendre le terme utilisé dans le mail que vous avez reçu, nous avons souhaité qu'elle se termine en beauté. Voilà, et c'est la raison pour laquelle nous avons une présence féminine majoritaire ce soir. Et au-delà de cette présence féminine, quelques petites surprises que nous vous réservons sur le thème dont nous allons parler ce soir, qui est vivre et communiquer avec ses proches. Et comme beaucoup d'entre vous sont des fidèles, une fois de plus, eh bien, c'est un grand plaisir que de voir les différentes personnes se présenter et nous dire bonsoir, qu'ils soient à Nîmes, à Colmar, dans le Morbihan, les Yvelines, le Var ou bien la Normandie. Et donc, eh bien, comme certains sont familiers, mais tout le monde n'est pas familier avec ces deux onglets que sont le chat et les questions, je vais à nouveau les détailler. Donc, le chat, et ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un de Toulouse, eh bien, le chat vous permet de nous dire bonsoir, bien sûr, mais aussi de Cannes, je trouve que c'est très bien, le Var, les Alpes-Maritimes. Donc, 117, 118, etc. Oh là là là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et donc, le chat, ça vous permet d'échanger entre vous. Voilà. Et comme vous le savez également, nos amis québécois sont présents aussi. Ils sont fidèles. Donc, bonjour du Québec et bonjour à nos amis québécois. Et puis, les questions s'adressent bien sûr à nos intervenants, à nos intervenantes de ce soir que je vais bientôt présenter. Voilà. Donc, les questions sur l'onglet questions et puis les discussions sur l'onglet chat. Voilà, merci et bienvenue à toutes et à tous. Alors, eh bien, vous découvrez quelques visages familiers, mais aussi un nouveau visage que je vais présenter. Alors, les visages familiers, eh bien, c'est Karen Kreuter. Karen Kreuter, à qui je rends à nouveau, eh bien, j'adresse à nouveau tous mes remerciements parce que du temps qu'elle consacre à l'association. Et une fois de plus, ce soir, comme beaucoup d'entre vous le savent, Karen Kreuter est oncopsychologue. Voilà. Maryse représente la F3M, bien sûr, elle est bénévole, elle est tutrice dans le MOOC, elle a fait partie eh bien, de ces pionniers qui ont lancé le MOOC il y a de ça quelques temps, en 2017 pour être précis. Voilà. Et c'est toujours un plaisir d'avoir Maryse avec nous, toujours aussi souriante. Voilà. Alors, le nouveau visage que vous avez, et d'ailleurs, son titre de facilitatrice graphique peut paraître, j'en conviens, un peu nouveau. Voilà, donc Manon qui sourit également. Voilà, Manon Mojica. Alors, facilitatrice graphique, déjà, c'est pas facile à prononcer, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est la surprise. Elle va mettre en image, au fur et à mesure de la session, ce qui veut dire que nous vous invitons à rester jusqu'au bout, mais nous le savons, vous le faites, eh bien, elle va mettre en image les émotions, les ressentis et puis les temps forts de la session. Et donc, elle nous livrera un joli paquet cadeau en 2 temps, à peu près à la moitié de la session, parce qu'elle va dessiner au fur et à mesure. Elle a une tablette, elle va dessiner. Donc, on se retrouvera avec Manon à la mi-temps, si je puis dire, et puis aussi à la fin de la session. Voilà. Alors, Laurent Gillot, eh bien, beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est le président de la F3M. Voilà, je le remercie de toute son implication dans ces merveilleux projets de la F3M et en particulier sur le MOOC et les webconférences. Et puis pour ma part, eh bien, comme toutes les équipes que vous voyez ou que vous ne voyez pas, eh bien, nous participons à mettre tout cela en musique en quelque sorte. Alors, entre-temps, l'île de Ré nous a rejoint, le Finistère. Il y a des petits messages, c'est toujours drôle. On se dit bonjour et ça fait plaisir de voir que les uns et les autres se connaissent et se disent bonjour. Voilà. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Laurent Gillot qui va nous présenter le sommaire de la webconférence. Voilà, bonne session, profitez-en bien. C'est la dernière du MOOC et vous êtes près déjà de 135 à 140 personnes présentes. C'est très, très bien. Merci. Bonsoir à tous. Donc, c'est effectivement la dernière
webconférence de cette session. Vous êtes nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc, avec comme intervenante Karen et puis Maryse. Donc, avec comme sujet en premier, et qu'un sujet important, c'est la communication entre malades et proches. Je pense proches et malades, malades et proches. Le vécu et les émotions des aidants. Hein, je rappelle tout le temps, mais l'association F3M, on est une association de malades et d'aidants, et l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Les autres comme source de résilience. Alors, je pense voilà, si tout le monde ne connaît pas le terme de résilience, je pense que ça va nous être expliqué. Le positivisme, et sans doute ses limites aussi. Les relations avec myélome et confinement. Donc, la dernière question étant une question, je dirais, d'actualité. Je pense que je continue. Donc, la suite, c'est les actualités de la 7e session du MOOC. Et là, je pense que je vais redonner la parole à Hervé. Merci beaucoup, Laurent. Voici effectivement, alors, ces actualités. Et alors, je vais apparaître en même temps que les actualités. Voilà. Tout ça pour vous dire que, eh bien, à chacune de ces sessions, et vous le savez, c'est la 7e maintenant, depuis 2017, eh bien, nous avons un nombre d'inscrits qui oscille entre 350, 500 et même 520 cette fois-ci. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout à fait satisfaisant. D'abord parce que ça veut dire que eh bien, vous trouvez dans ce MOOC à la fois des informations fiables, souvent, et je vais y venir, grâce au tuteur, une écoute, l'occasion de partage, d'apprentissage, et puis bien évidemment de participer à ces webconférences. Voilà, plus de 600 commentaires, donc c'est effectivement des échanges sur tous les sujets qui vous occupent et qui vous préoccupent, surtout, comme on le verra tout à l'heure, dans le contexte qui est celui de la Covid. Voilà. Et alors les tuteurs, ils sont toujours là, ils se relayent semaine après semaine en binôme sous la responsabilité de Pierre Fertile. Et puis voilà, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Maryse, comme d'autres. Alors voilà, c'est Claire, Hélène, Sophie, etc., voilà, qui sont là. N'oubliez pas, d'ailleurs, ils seront très contents que vous reveniez sur le MOOC pour les remercier, d'ailleurs, hein, j'en profite. Hein. N'hésitez pas, ça leur fera plaisir, je suis sûr. Voilà. Et puis, ils sont là aussi pour vous aider. Alors, n'oubliez pas de valider les étapes. Alors, parfois, on nous demande, mais pourquoi est-ce que je dois valider les étapes? Alors, ce n'est pas pour obtenir le certificat du meilleur élève du MOOC, hein, soyez tranquilles. Ce n'est pas l'objet, mais c'est toujours agréable pour nous de voir que vous êtes allé au bout de chacune des étapes, et puis pour vous, eh bien, vous aurez votre certificat du MOOC. Voilà. Eh bien, ça fait toujours plaisir. Donc, il suffit de valider les étapes, c'est aussi simple. Et alors, vous avez les nouveautés qui sont très appréciées, on le sait, c'est-à-dire de retrouver les questions-réponses qui émanent des webconférences. Et ça, eh bien, elles seront mises à disposition jusqu'à la fin de cette semaine parce que, eh oui, le MOOC va fermer ses portes dimanche 13 décembre. Donc, vous avez jusqu'à dimanche 13 décembre, minuit, le cachet de la poste électronique faisant foi pour aller sur le MOOC. Voilà. Et eh bien, n'hésitez pas. Et vous y retrouverez bien évidemment tous les replays les rediffusions des webconférences, celles auxquelles vous n'avez pas pu assister, et puis celles-ci, bien évidemment, où vous êtes présent. Voilà. Donc, la rubrique des FAQ, des questions fréquentes, bon, eh bien, elle héberge toutes les questions que vous êtes posées. Voilà. Et là, je passe la parole à Maryse, qui va eh bien, nous parler du premier thème de la soirée. À toi, Maryse. Oui, merci Hervé, merci Laurent, merci à tous. Je voulais déjà vous remercier d'être là, présents ce soir, si nombreux avec nous. Et voilà, vous saluer un petit peu de tous les coins de France. J'ai vu du Québec, de tas d'endroits qui nous rejoignent pour cette visioconférence ce soir. Et puis pour d'autres fois également, c'est vraiment un grand moment de partage. J'espère que cette soirée vous apportera beaucoup d'éléments de réponse, mais aussi
une façon de voir peut-être la vie différemment, cette période de fin d'année. Voilà ce que nous avons préparé ce soir avec Karen Krauter, notre psychologue. Et j'espère que cela va répondre à vos attentes parce que naturellement, nous nous sommes servis des éléments de commentaires, de témoignages des personnes qui ont participé au MOOC pour constituer la matière, hein, le contenu de ce dont on va vous parler. Et ce sera beaucoup plus vivant naturellement plutôt que de vous faire tout un speech. Voilà. Alors, nous avons choisi justement 5 thématiques, comme le disait Laurent, et je me propose en donnant les verbatims, enfin, peut-être que c'est peut-être plus parlant, en donnant les commentaires, les témoignages des personnes qui nous les ont postés, de passer la parole ensuite à chaque fois à Karen pour qu'on puisse avoir cette interaction et ce dialogue au niveau de ces 5 sujets que nous avons choisis pour vous. Voilà, je voulais également juste profiter pour vous dire que je suis très contente d'être encore là aujourd'hui, depuis le premier jour du MOOC, qui avait commencé avec Claude Jobert et avec Bernard Delcourt. Et donc, je voulais les remercier vraiment tout particulièrement d'avoir été à l'origine de la création de ce beau projet. Et naturellement, je salue mon ami Pierre Fertile qui est également là depuis le début, aux côtés de tous les tuteurs et qui nous coordonnent tous à merveille. Voilà, un petit coucou à tous les tuteurs du MOOC aussi ce soir. Voilà. Bon, alors nous allons maintenant arrêter le blabla et on va commencer. Hein. Alors, pour notre première thématique, la communication malade et proche, nous avons des témoignages qui ont quand même attiré notre intérêt. Je vais vous lire le premier. Pour ma part, j'ai décidé que ma maladie ne me ferait pas d'ombre au quotidien. Je me dis, profite de ce moment, il y aura bien pire. Mon myélome est un boulet que je traîne. Il est plus ou moins lourd, parfois ultra léger, ça dépend. Malgré tout, je continue à faire des projets à court terme, mais hélas, mon mari est très pessimiste et n'a pas du tout mon enthousiasme au quotidien. Il faut composer avec. Parfois, je fais semblant de bien aller pour ne pas qu'il se fasse plus de soucis que nécessaire. Donc là, nous avons la communication avec le malade, hein, avec le proche, et donc je souhaite passer la parole à Karen et naturellement, comme vous le savez, comme vous l'a dit Laurent, vous avez la possibilité, lorsque les questions n'ont pas été traitées, de les laisser dans l'onglet questions et à la fin de notre visioconférence, nous verrons si nous essaierons d'y répondre également. Voilà, donc Karen. Merci Maryse. Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tu voulais peut-être continuer sur la communication. Je vais peut-être tous les lire. Hein, oui, voilà, fais ça. Voilà, hein, tu peux présente ces témoignages et ensuite je ferai un petit voilà. Éclairage. Alors, le deuxième témoignage, en tant que malade, j'ai souvent du mal à partager des émotions que je ne comprends pas toujours moi-même. Je me sens souvent isolée. J'ai le sentiment que les autres ne me comprennent pas et j'avoue être souvent agacée par leur attitude. Je me sens étrangère à tout, plus vraiment concernée. Les échanges avec d'autres malades m'apportent du réconfort et me font me sentir à ma place. Tout paraît plus simple, pas besoin de toujours expliquer ou justifier. Ça, c'était dans la session précédente, mais nous avons recueilli des témoignages de plusieurs sessions pour que nous ayons davantage de choix, on va dire. Aux yeux des autres, étant donné que je suis en rémission, je dois penser à autre chose. Je dois. Facile à dire, la rechute. Mes amis n'y croient pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un fait. Alors, par l'intermédiaire du MOOC de la F3M, je peux discuter de ce sujet sans perturber quoi que ce soit. Quel soulagement. Voilà, Karen, là, je te laisse la parole. Oui, merci Maryse. Alors, ça nous a semblé effectivement très important de partir de vos témoignages
et de ceux que je peux entendre au quotidien des patients et des proches pour pouvoir voilà, échanger ensemble sur cette communication tellement importante, mais pourtant pas si simple que ça hein, dans cette période. Alors d'abord, ça nous rappelle ces témoignages que le myélome, c'est pas qu'une épreuve individuelle, c'est aussi une épreuve du groupe, c'est une épreuve pour le couple, pour la famille, et c'est une épreuve pour les liens qui nous unissent les uns aux autres. Et là, on se dit, en fait, on s'aime, alors on devrait pouvoir se comprendre. Et en fait, se comprendre, c'est pas forcément une évidence. C'est pas la même chose que s'aimer ou se vouloir du bien. On peut très bien s'aimer intensément et se vouloir du bien et pas vraiment bien se comprendre à certains moments. Et c'est d'autant plus difficile que l'aidant lui-même est bouleversé par cet événement. Il n'a pas évidemment toute la distance, la lucidité de pouvoir s'adapter. Donc lui-même étant bouleversé, il peut être en difficulté pour communiquer de manière adaptée, pour se comporter de manière adaptée. Il peut être maladroit aussi, bien sûr. Et puis parfois, on croit qu'on va préserver l'autre en ne disant rien ou en faisant semblant. On le voit dans ce témoignage. Je fais semblant pour que finalement, je le préserve. Et en fait, on se rend compte finalement que c'est souvent pas une solution et que l'autre de toute façon est inquiet et que juste, on a dégradé cette communication. Hein. On ne va pas préserver l'autre de l'inquiétude. Cet événement, cette période, cette épreuve, il la vit lui aussi. Et évidemment, dans cette période, on va être soumis et envahi par des réactions, des émotions intenses, inhabituelles. C'est vrai pour nous, malades, mais c'est vrai aussi pour nos proches. Parfois, on ne se reconnaît pas, et puis on ne reconnaît pas l'autre. C'est très perturbant. Et puis, ça peut générer de l'incompréhension, de l'isolement, des tensions, même de la distance ou un sentiment de solitude. On le voit dans ce témoignage. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'en dépit de cet amour et du désir de bien faire, quand on vit une telle épreuve, il y a des choses qui sont incommunicables. C'est une illusion de penser qu'on peut communiquer sur tout et qu'on peut communiquer de tout, que toutes les émotions sont partageables, que tous les sentiments sont partageables. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous vivez que l'autre ne peut pas appréhender, ne peut pas comprendre. Et il y a des choses que vous ressentez que vous ne pouvez pas réellement communiquer. Et ça, c'est une limite qu'il faut accepter en dépit des sentiments qu'on se porte. Alors, maintenir le lien et la communication, c'est essentiel, mais se rappeler qu'il y a des limites. Hein. Partager, s'exprimer, il faut toujours le faire, même si on n'est pas toujours bien compris ou si les réactions ne sont pas toujours adaptées. Si possible, un élément important pour nous, malades, comme pour les proches, de la bienveillance, parce qu'on fait tous à peu près ce qu'on peut dans ces circonstances. Et là, je suis tout à fait cette personne. Comme nos proches ne peuvent pas comprendre certaines choses, trouver de l'écoute auprès d'autres malades, d'une association comme la F3M, mais aussi auprès d'un psychologue, à certains moments, ça peut être aussi une issue, une voie pour préserver l'équilibre avec ses proches. On ne peut pas tout leur demander. Voilà. Je te laisse la parole, Marie. Oui, je continue. Oui, bien sûr. Alors, donc, nous allons continuer avec la deuxième thématique, le vécu et les émotions des aidants. Donc, vous avez vu que cette fois-ci, nous osons parler du vécu et des émotions des aidants qui font partie du paysage de la maladie. Alors, je vais vous lire des témoignages de la même façon. En tant que fille de malade, c'est un coup de massue qui m'est tombé dessus à l'annonce du diagnostic. J'ai ressenti une énorme colère liée à un sentiment d'injustice par rapport à tout ce qui est arrivé à ma famille ces dernières années et au fait qu'elle ne mérite pas ça. Suite, la lecture du renseignement sur la maladie, ça devait être ensuite, le fait que cela soit une maladie chronique, les conséquences et effets de la maladie et les statistiques de survie, j'ai été morte de trouille et vu tout en noir. Ensuite, il a fallu enchaîner avec le fait qu'elle se batte avec le corona. J'ai digéré un peu tout ça et j'essaie désormais d'être positive, même si tout cela fait peur. Donc, après la colère et la peur, maintenant l'espoir, même si les deux autres seront toujours là. Une autre personne a dit, pour sa maman, finalement, le fait qu'elle en soit sortie face au corona m'a amené à me dire, puisqu'elle a battu ça, maintenant, elle peut battre le cancer.
même si ça a été très dur sur le moment et que ça a retardé la chimio, bizarrement, moralement, du coup, de mon côté, cela a presque eu un impact positif. Nous avons également eu une personne qui nous a dit dans le MOOC précédent, j'ai été aidante lors de la maladie d'Alzheimer de mon père, 24 heures sur 24. Cela est épuisant. Il faut donc que nous militions tous et toutes pour qu'un statut soit enfin reconnu pour ces personnes qui donnent de leur temps, mais aussi de leur propre santé. Oui, très, très important, hein, cette notion du vécu des aidants, Maryse, hein, parce que voilà, parfois, même par pudeur, eux-mêmes ne l'expriment pas, hein, ne l'expriment pas leur vécu et leurs difficultés, s'effaçant souvent derrière le vécu du malade, bien sûr, hein, qui lui a traversé cette épreuve particulièrement éprouvante. Et là, on peut déjà voir certains sentiments, certaines émotions qu'on peut trouver chez les aidants, qui nous parlent de colère, qui nous parlent d'un sentiment d'injustice, mais aussi tout ce passage, toute cette instabilité entre l'angoisse et l'espoir, que d'ailleurs partage le malade en général, hein, avec beaucoup d'incertitudes. Mais aussi, moi j'entends chez les aidants un sentiment d'isolement, le sentiment d'être incompris parfois, un manque de reconnaissance, hein, et parfois même de leurs proches, hein, un sentiment de culpabilité possiblement, culpabilité peut-être de ne pas bien faire, pas faire autant qu'on souhaiterait. Et puis, il y a le poids des responsabilités. C'est lourd, c'est pesant, hein, c'est dur de trouver de la légèreté dans ces épreuves-là. Et puis, il y a le sentiment du sacrifice. Il y a parfois le sentiment que la maladie nous vole notre qualité de vie, nous vole notre liberté, nous vole certains pans de notre relation. Et puis, il y a le sentiment d'épuisement éventuellement. Donc, il y a beaucoup de choses que l'aidant peut ressentir et c'est légitime et c'est important. Et là encore, ça n'a rien à voir avec l'amour ou avec l'engagement. Et donc, la première chose, c'est de reconnaître les besoins de l'aidant. Hein, nous, déjà, en tant qu'association, en tant que professionnels de santé, c'est important de le reconnaître. C'est important que le patient le reconnaisse, bien que, évidemment, la plupart du temps, le malade en a bien conscience, même s'il ne l'exprime pas forcément. D'ailleurs, je les encourage à exprimer davantage leur ressenti, leur gratitude et leur affection à leur aidant, hein, même quand ce n'est pas forcément leur tempérament, parce que ça fait toujours beaucoup de bien. Donc, c'est important que l'aidant puisse s'exprimer, qu'il soit autorisé à le faire. C'est aussi important qu'il s'autorise du temps, parce que c'est une course de fond et que si on veut être disponible pour l'autre, à certains moments, il faut se recharger. Donc, c'est important qu'il puisse prendre du temps et que le malade l'accepte. C'est important que l'aidant soit soutenu ou les aidants soient soutenus psychologiquement par les associations. C'est légitime qu'ils voient quelqu'un, un professionnel, hein, ou qu'ils aient recours à des méthodes ou à des soins pour gérer leur stress, pour les aider à avancer, à supporter. Et puis, une petite chose pratico-pratique, puisqu'on n'a pas des journées à rallonge et qu'on a tant de choses à faire et à assumer, j'encourage les aidants à déléguer un certain nombre de tâches. Vous avez des droits, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des professionnels qui peuvent vous aider, il y a des choses qui peuvent s'organiser différemment afin que le temps, vous puissiez le consacrer à des moments d'échange, de relation avec votre proche, mais aussi à des moments pour vous et pas forcément la gestion du quotidien. Donc ça, c'est aussi de l'organisation, mais c'est important. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi, parfois les dents, ils ne s'autorisent pas, ou alors ils serrent les dents, justement, parce qu'ils se disent, je ne vais pas embêter le malade avec ça, c'est lui qui a des problèmes, je dois le protéger. Alors, s'il vous plaît, ce n'est pas parce qu'on tombe malade qu'on devient un enfant, ce n'est pas parce qu'on tombe malade qu'on a besoin d'être materné. Alors, certains d'entre nous aiment ça, hein, je ne veux surtout pas les priver, hein, continuez, s'il vous plaît, si vous aimez ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas le cas tout le temps. Je crois qu'un malade, il a aussi besoin de rester le partenaire de vie de son aidant. Il a besoin de rester un homme ou une femme. Il a besoin de l'ensemble des aspects de la relation du couple. Et donc, moi, j'encourage les aidants à responsabiliser aussi les malades, à les considérer comme compétents, avec eux aussi leur part d'équilibre, de contribution d'équilibre de la relation avec le myélome. Hein. C'est aussi quelque chose qu'on construit ensemble. Donc, moi, je pense que c'est important d'associer le malade qui fait partie de ce couple, qui fait partie de cette famille. Et peut-être que tout n'est pas possible pour lui, mais heureusement, il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles. Hein. Donc voilà, c'est aussi le message que je voulais faire passer. Maryse, oui. Je t'en prie. Oui, merci Karen.
Si je peux me permettre, je voulais juste témoigner d'un appel téléphonique que j'ai eu il y a quelque temps de ça, d'une dame qui me disait, ben justement, elle était malade, cette personne. Donc le problème était à l'inverse, c'est-à-dire que la personne était malade et elle n'osait pas parler à sa fille de ses problèmes parce que sa fille avait aussi des problèmes. Donc là, on était dans la relation du malade qui n'osait pas venir embêter donc sa fille qui était l'aidante, mais moi je sais qu'en tant qu'aidante, puisque je suis aidante moi-même, je suis aussi dans cette problématique, c'est-à-dire que je n'ose pas embêter le malade, comme beaucoup d'autres aidants, comme c'est un témoignage dont tu viens de parler, qui est quand même assez récurrent, qui revient assez souvent. Ben voilà, chacun se préserve, chacun se protège. Ça fait partie de toute la complexité. Mais je pense que c'est vrai ce que tu dis. Il faut surtout pas qu'on reste dans un mutisme. Il faut parler, il faut s'exprimer, parce que sinon on n'existe plus. Bien sûr, et rendre chacun acteur de la relation. C'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est plus acteur de la relation. Il faut aussi avoir confiance en l'autre, même fragilisé à certains moments. Il a des ressources et je crois qu'il faut continuer à le considérer comme un alter ego et considérer qu'il peut aussi contribuer à cet équilibre, à cette communication et à ce partage, que lui aussi peut nous aider, que lui aussi peut contribuer. Bien sûr, c'est hyper important. Très bien, merci Karen. Donc nous allons passer à la troisième thématique de ce soir, les autres comme source de résilience. Les autres, donc ça peut être la famille, les proches, les amis, les aidants. Et je voulais vous faire ce soir un petit cadeau qui nous a été envoyé cette semaine, il y a quelques jours, par Sophie, une de nos tutrices. Je remercie. Et vraiment du fond du cœur de nous avoir fait partager cette belle aquarelle qu'elle a faite et qui représente à ses yeux l'arbre de la résilience. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut évoquer pour vous, cette aquarelle. Certaines personnes ont un terrain plus fertile pour voir les graines de résilience y pousser vite et fort. C'était le commentaire qu'elle avait laissé sur le MOOC qui était inclus dans tout un phrasé, mais qui illustre très bien ce terrain de la résilience et le terrain fertile. Donc, je voulais la remercier, puis en même temps lui faire ce petit hommage de la part de toute l'équipe du MOOC pour lui dire que nous apprécions vraiment ce style de langage imagé pour représenter le parcours de vie du malade. Alors, voilà en ce qui concerne je voulais lire un petit quelque chose. Si tu permets, Karen, Mais je t'en prie. Je voulais parler te citer de ce que tu avais dit de cette aquarelle de Sophie. Donc, Karen nous a fait partager cette belle pensée en disant « Boris Cyrulnik, père du concept de résilience, a bien évoqué ce que l'on peut qualifier de terrain fertile sur lesquels la résilience naît et grandit. Mais il nous dit aussi que si le terrain a manqué des nutriments originels, que sont notamment l'amour, la sécurité, la confiance en soi, rien n'est perdu, parce que chacun est amené à rencontrer dans sa vie des êtres, jardinier éducateur, jardinier enseignant, jardinier ami, jardinier partenaire de vie, capables d'enrichir une terre insuffisamment nourrie, permettant l'émergence d'arbres, de mots, de MOOC, d'amour et même d'aquarelle. Donc, comme j'ai adoré ce que tu as dit, je vais m'empêcher de le dire ce soir. Voilà. Donc, je vais continuer avec les témoignages qui nous ont été faits à ce sujet. J'ai la chance d'être accompagnée dans cette épreuve par un mari formidable. Cette chance, je la mesure chaque jour. Mon mari, ma fille, les autres membres de ma famille et mes amis sont toujours là, à l'écoute de mes angoisses. Je ne me sens pas seule et je mesure la chance que j'ai. La résilience, un mot, mais c'est possible.
en faisant un effort pour ne pas regarder ses problèmes dans la glace tous les jours, en ayant la chance, car c'est une grande chance, d'être entouré par une conjointe solide, un hématologue très humain, des médecins, généralistes, diabétologues, etc., des amis, une famille importante et complice. On se trouve motivé pour soi-même, bien sûr, mais aussi on ne doit pas décevoir son entourage, encore moins gâcher le travail des médecins. Alors, rechute, on verra bien, mais restons hyperactifs. Alors, merci Maryse. Merci Maryse pour tous ces témoignages et pour avoir du coup relayé un petit peu ce que je vous avais renvoyé en off parce que j'ai trouvé cette aquarelle extrêmement inspirante. Alors pour ce concept de résilience, je ne vais pas vous faire un cours sur la résilience, puis c'est quand même très à la mode, je pense qu'on a tous plus ou moins compris en quoi ça consistait, mais effectivement c'est la capacité de retrouver son équilibre, de s'épanouir, d'être heureux, d'être en relation en dépit des épreuves et des traumatismes. Alors effectivement, Sophie nous disait certains terreaux sont plus fertiles à la résilience. Et effectivement, comme tu le disais, Maryse, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, qui est le père du concept, a bien expliqué ça, c'est qu'on n'est pas tous égaux, en fait, au départ, dans notre capacité à être résilient. Vraiment pas tous égaux. Et ce terreau, en fait, celui qui est à l'origine, celui qui va nous permettre ensuite de trouver des voies possibles face à l'épreuve, c'est l'amour qu'on nous a porté. C'est le sentiment de sécurité qu'on a eu en grandissant, c'est l'estime de soi qu'on nous a permise, c'est aussi la communication qu'on a établie avec nous et donc un petit peu ces capacités à pouvoir transmettre nos émotions et voilà, à pouvoir en faire quelque chose. Et effectivement, les carences, les épreuves, la précarité, la violence, l'isolement, ça appauvrit ces sols, ce sol originel qui va nous permettre de vivre dans la vie et qui va nous donner plus ou moins des ressources. Mais là, ce qu'il explique, et c'est ce que tu disais, Maryse, et c'est là que c'est fondamental, la place de l'autre dans cette résilience, c'est que, comme dit Boris, il n'y a pas de résilience sans les autres. Et pourquoi? Parce que d'abord, les autres sont une source de motivation à rester en vie et à grandir et à retrouver notre équilibre. C'est vrai dans le myélome, évidemment, puisque évidemment, c'est aussi ce qui nous motive à tenir, à continuer à avancer et à supporter parfois des choses extrêmement difficiles, parce que ça a du sens de le faire aussi pour les autres et pas seulement pour soi-même. Et puis aussi, le regard des autres nous porte. Le regard des autres éclaire des capacités, des ressources, des qualités. C'est quelque chose qui nous rend meilleurs. Et ça nous donne effectivement les ressources peut-être qu'on n'avait pas forcément au départ, et que effectivement, ça peut nous aider à trouver les voies possibles de la résilience. En plus, ce myélome multiple, comme beaucoup d'épreuves qui menacent tellement notre intégrité et même notre vie tout court, va nous orienter à privilégier les liens, les sentiments, les émotions, ce qu'on peut partager avec les autres. C'est ça qui devient essentiel. Donc, on sait bien que la résilience, finalement, se nourrit principalement de ces émotions, de ces sentiments qu'on partage, de choses extrêmement humaines. Et je dirais que toutes les épreuves sont allégées, je ne dis pas qu'elles sont simples, toutes les épreuves sont allégées par des liens forts, par l'amour que les autres nous portent. Et d'ailleurs, je voudrais rendre un hommage à cette occasion à ceux qui sont des facilitateurs, des jardiniers de cette résilience dont j'ai parlé. C'est vrai pour tous les bénévoles de l'association, c'est vrai pour tous ceux qui contribuent à ce MOOC, à tous ces tuteurs qui s'investissent. C'est vrai donc à tous ces partenaires avec lesquels je travaille. C'est vrai aussi pour les professionnels de santé, qui, grâce à ce qu'ils nous apportent et au regard qu'ils portent sur nous et aux moyens qu'ils mobilisent, nous permettent cette résilience. C'est vrai pour tous ceux qui croisent notre route et qui peuvent nous apporter un élément de réflexion, qui peuvent nourrir quelque chose, qui peuvent donner du sens. C'est vrai aussi, quand je parle des professionnels, je parlais du jardinier éducateur. Je sais que Laurent est éducateur spécialisé de formation. Voilà, lui aussi, il est encore jardinier de la résilience et il vient aussi nourrir des terreaux qui parfois n'ont pas été extrêmement avantagés. Donc voilà, effectivement, la place de l'autre dans la résilience, elle est essentielle. Et je dirais que même si on part pas tous avec les mêmes avantages, les autres peuvent vraiment nous permettre d'être meilleurs
et de trouver davantage de ressources pour faire quelque chose de bien de ces épreuves difficiles. Je t'en prie, Maryse. Merci, Karen. Donc, nous avançons. Je te remercie d'avoir parlé sur ce terrain de la résilience. Si on peut s'exprimer ainsi, c'était vraiment très intéressant et toujours aussi enrichissant, même si on en parle de plus en plus. Alors, notre quatrième thématique, c'est le positivisme. Je vais vous lire des témoignages qui nous ont été également postés dans notre MOOC. La maladie est une épreuve qui doit permettre de se recentrer, de revoir ses priorités et d'avancer simplement auprès de ceux qu'on aime. Pour cela, il est important de positiver, de voir le meilleur de ce que l'on vit, même si cela n'est pas toujours facile. Ça, c'était le témoignage d'une malade. Je trouve l'idée du carnet à projet formidable. Je vais moi aussi créer mon carnet. J'ai réussi à traverser les différentes étapes. Depuis mon hospitalisation en urgence, quittant mon travail comme un abandon de poste pour me retrouver dans cette spirale de la maladie, je suis fière de moi. Et pourtant, c'est une chose que je n'aurais jamais dit avant. Mon parcours de vie me fait subir des épreuves toujours difficiles. Je cherche toujours à me ressourcer, à travailler mon esprit par la méditation, la sophrologie, la lecture, pour lui donner force et aptitude pour résister au choc. Grâce à cette sérénité, j'essaie de prendre un chemin positif pour mon avenir. Voilà un très beau témoignage qui nous avait été donné aussi dans notre précédent MOOC. Et enfin, aussi en lien avec le positivisme ou pas, personnellement, je ne suis pas aussi positive. C'est malheureusement une maladie qui a détruit ma vie professionnelle. Heureusement, ma fille était là pour me soutenir. J'ai l'impression que cette maladie qui dure dans le temps ne me laissera jamais de répit. Bien à vous. Voilà, Karen. Merci, Maryse. Alors moi ça me tenait particulièrement à cœur, cette notion de positivisme. Et j'ai envie de dire assez. Voilà. J'ai envie de dire assez de positivisme. Assez d'injonctions, de combativité, de positivisme. Moi, ça me fatigue. Je suis fatiguée d'entendre les patients se convaincre à longueur de temps qu'ils doivent être positifs, combatifs, etc., etc. Mais de quoi parle-t-on? On voit bien dans ce témoignage que c'est une mission impossible. Avoir le moral tout le temps, être positif tout le temps, c'est humainement inatteignable. C'est simple. Et le moral, ça ne se décrète pas. Tiens, mais si, il faut que tu aies le moral, c'est important. Ah oui, tiens, j'ai le moral. Ça ne marche pas, ça ne marche pour personne. Si, je vais faire comme si, je vais dire tout va bien. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Ça peut être important pour vous de faire semblant, mais ce n'est pas parce que vous allez le décider que vous allez avoir le moral. Oh, je me mets un coup de pied aux fesses et puis ça repart. Mais qu'est-ce qui repart? À quel prix? L'épuisement, le sentiment de solitude, une anxiété qu'on ne peut pas partager? À quel prix? Donc, moi je dis, j'en ai marre de ça. Voilà, alors je l'exprime spontanément. Ça fait 25 ans que j'entends ça. On est dans une culture où on valorise ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas être positif? Évidemment, ce n'est pas mon propos. Simplement, soyons justes, réalistes sur ce qu'on peut produire. Hein. Ça veut dire aussi accepter toutes les émotions, accepter de les exprimer, accepter que l'autre les ressente. Le découragement, la fatigue, l'épuisement, l'anxiété, le désespoir, que sais-je encore, l'envie d'arrêter les traitements, le ras-le-bol généralisé. Mais acceptons ça. Acceptons parce que de toute façon, c'est incontournable. Ça va arriver à chacun d'entre nous dans une telle épreuve. Personne n'est épargné de ça. Donc, évidemment que c'est important de les accepter. C'est important de pouvoir les exprimer, de considérer qu'elles sont légitimes. Ce n'est pas pour ça qu'elles vont nous envahir, qu'elles vont être définitives. Hein. Mais je pense que c'est déjà important d'accepter et pas être dans des injonctions constantes d'aller bien et d'avoir le moral. D'autant plus que j'entends régulièrement
que avoir le moral, c'est important pour guérir ou je ne sais quoi. Je vais vous rassurer sur quelque chose, et ça, c'est ma spécialité. Vous pouvez être très angoissé et très déprimé, ça ne changera rien, si ce n'est que ce sera beaucoup plus désagréable à supporter, mais ça ne changera rien sur vos pronostics, mais rien. Hein. Il y a même des résultats qui sont complètement paradoxaux par rapport à ça. Hein. Donc, franchement, détendons-nous sur le positivisme. Bien sûr, essayons de voir les choses de manière positive, de profiter des choses qui peuvent nous être apportées, de rester dans une dynamique, très bien. Donnons-nous les moyens, parfait. Faisons des choses pour nous épanouir, trouver de la sérénité, parfait. Tout ça, c'est très bien. Mais acceptons d'aller mal. C'est important. Et acceptons que l'autre aille mal. Et puis moi, j'ai envie de dire, en lisant ces témoignages et en écoutant mes patients qui vont bien, enfin qui disent qu'ils vont plutôt bien et ils ont l'air d'aller plutôt bien, est-ce que la combativité, le positivisme est le seul salut? Eh bien, finalement, réfléchissez bien. Quand vous allez mieux, ce n'est pas forcément que vous êtes positif ou combatif, c'est qu'il y a une part d'acceptation. Ce qui nous rend serein, ce n'est pas d'être forcément positif, c'est une part d'acceptation. C'est-à-dire à un moment donné de faire avec une réalité et de décider qu'en dépit de cette réalité, on va continuer à vivre, à prendre du plaisir, à partager, à faire des projets. C'est ça, en fait, qui va nous rendre heureux. Ce n'est pas d'être absolument positif, c'est de rester dans une dynamique de vie, de communication, de se donner les moyens d'aller mieux, éventuellement en se faisant aider, bien sûr, c'est légitime, mais c'est aussi une part d'acceptation, y compris des moments où on ne va pas bien et où on est incapable d'être positif. Voilà, c'était mon petit coup de gueule de la soirée, excusez-moi. Non, mais je pense qu'il a été apprécié, ton petit coup de gueule, comme tu dis, parce que c'était un petit coup de gueule qui, en même temps, fait du bien à des personnes qui en ont marre, qu'on leur dise, ben voilà, ce que tu disais, hein, il faut positiver, il faut avancer. Oui, mais je comprends, c'est épuisant. C'est épuisant. Donc arrêtons de nous épuiser avec ça, gardons notre énergie pour autre chose. Et faisons ce qu'on peut, c'est-à-dire ce qu'on fait habituellement. Faisons ce qu'on peut, tous, hein, collectivement, mais arrêtons de nous mettre une telle pression. Merci beaucoup, Karen. Juste pour aller dans le sens, pendant que tu faisais ton coup de gueule, Karen, il y a eu plein de messages, mais on t'aime, Karen, on t'aime, Karen. Ah oui, ils ont vraiment merci. Donc, je pense qu'ils sont d'accord. Voilà, merci pour tout cet amour et cette compassion. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin de sentiments positifs à mon égard, donc je les prends. Voilà, ça me fait du bien. C'est important que tu les aies. Voilà. Bon, ben, merci beaucoup. Nous allons continuer, si tu le veux bien. Vas-y. Donc, dans notre 5e et dernière… alors, il n'y a pas le dessin qui doit arriver. Pardon. Il y a pas le dessin. Alors, faire quelque chose oui, alors je l'annonce sous forme de teasing, etc. Je sais que Manon travaille assidûment sur ce dessin. Alors, non seulement elle travaille, mais c'est bien sûr un plaisir, ça va être bien sûr un plaisir de le partager et je viens de le recevoir, et donc le temps de le transformer en une planche qui va être diffusée, je vous demande juste quelques instants et il sera mis à votre disposition. Donc je suis en train de l'enregistrer, ce qui demande un léger travail qui est en cours. Voilà. Vous avez vu, vous allez voir ça en direct. Hein, effectivement. Ah oui, là, on a même le suspense. Du direct et je ménage le suspense. Voilà, le temps de le télécharger. Voilà. Vous pouvez continuer. En fait, comme si je n'étais pas là. Marion a très bien travaillé. J'ai le plaisir de le voir en primeur, donc voilà, et je suis en train de le télécharger, voyez-vous. Karen et Maryse, vous répondrez à toutes les questions à la fin? Bah, disons que si on nous fait une petite rallonge de 2-3 heures, moi je suis partante. Hein. Non, mais il y a un élément que je pourrais peut-être, avant d'attaquer la dernière partie qui est assez importante, c'est parce qu'on a parlé beaucoup des aidants et ce qui est revenu quand même pas mal sur différentes formules, c'est et quand on n'a pas d'aidants et quand on est seul, vous ne parlez pas des gens seuls, vous ne parlez pas des gens qui n'ont pas d'aidants. Ah bah là, voilà. C'est vrai parce qu'effectivement, le sujet de la webconférence, c'était quand même vivre et communiquer avec ses proches. Alors évidemment,
On a parlé beaucoup de l'aidant, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt directement en relation. Et pour effectivement, un certain nombre de personnes n'ont pas d'aidant et vivent seuls. Pour autant, ils ont quand même, pour un certain nombre, des proches. Donc, effectivement, dans les relations avec les proches, il y a beaucoup de choses qui valent quand même. S'exprimer, communiquer, faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis de la réaction des autres qui sont parfois complètement inadaptées, qui des fois sont source de grandes contrariétés. Et puis peut-être aussi, quand on est seul, trouver d'autres voies de communication, de relations avec des gens qui sont peut-être pas des proches, avec des associations, avec voilà, dans d'autres types de liens ou d'activités, parce qu'effectivement, le fait d'être seul complique considérablement le vécu de cette maladie et notamment la possibilité de résilience, on l'a bien compris. Très bien. Alors voilà le dessin. Voilà, je vais demander à Manon d'apparaître ce qu'elle fait volontiers. Et vous la voyez avec son stylo magique. Voilà. Est-ce que Manon, tu souhaites joindre un peu la parole au dessin? Est-ce que c'est pertinent selon toi? Tu le fais comme tu le souhaites. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore assez de texte pour que ce soit réellement… peut-être que ce n'est pas assez pertinent pour certaines personnes, mais en tout cas, de ce qui est ressorti majoritairement, en tout cas, de ce que j'ai pu ressentir le plus, c'est cette espèce de sentiment d'impuissance, de solitude, d'isolement. Et en fait, il ressort autant d'un côté que de l'autre, que du malade comme de l'accompagnant, de l'aidant. Et du coup, les représentations, autant la personne qui est enfermée dans une espèce de prison de glace où elle peut observer l'extérieur comme si tout allait bien, mais au final se sentir quand même seule et ne pas pouvoir sortir, entre guillemets, de sa situation. Elle vaut autant pour le soignant que pour le malade. Donc voilà, cette illustration représente ça. Et après, en dessous, avec les poids, les fardeaux qu'on peut ressentir pendant la maladie, à l'annonce du diagnostic, pendant le traitement du patient et pendant la rémission, ou peut-être une rechute ou pas. C'est toujours de ce que j'entends, c'est toujours très compliqué et c'est souvent un fardeau et un poids qui est écrasant si on l'affronte seul ou à plusieurs. Mais après, juste à côté, il y a les moyens de communiquer, de rester en contact avec ses proches, d'être aidé, d'être accompagné. Les médias, les photos, nos réseaux sociaux actuels, surtout dans la crise à laquelle on fait face, Covid, en essayant de rester en contact le plus possible par des moyens intermédiaires. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je sais que tu vas continuer à nous accompagner jusqu'à la fin de cette session et bravo pour ce que tu partages avec nous. Peut-être est-ce que cela inspire quelques commentaires tant chez Maryse que chez Karen ou que chez Laurent et puis tout à l'heure, Manon. À tout à l'heure. Merci Manon. Alors moi j'ai lu quand même Aurélie qui disait qu'elle aimait le cube mais qu'il fallait le briser. J'ai trouvé ça assez joli et je me suis vue avec un éclatement de glaçons et je ne sais pas pourquoi, ça doit être la période des fêtes, le glaçon m'a évoqué en fait des cocktails, etc. Donc en fait, en partant d'une image qui est quand même relativement, effectivement, à partir de cette histoire d'éclater le cube, là, de libérer, en fait, j'ai eu des images assez festives. Je crois que tout cet amour que je viens de recevoir m'a mis dans un état d'esprit extrêmement positif. Alors, je te propose d'intervenir maintenant régulièrement à 18h en lieu et place d'autres intervenants, si tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, je pense que ça nous fera beaucoup de bien. Non, je ne vois pas du tout. Non, tu ne vois pas, je me doutais. Bon. Maryse, tu peux peut-être… Maryse, écoute, moi, parce qu'on a notre… Vas-y. Oui, je voulais dire que j'aimais beaucoup cette façon de représenter quelque chose, d'interpréter quelque chose par le biais du dessin, naturellement, ou d'une photo, ou des tas de choses, et que c'était toujours, comme je l'appelle, la petite fenêtre que l'on ouvre, parce que les fenêtres, elles ne sont pas faites pour rester fermées, hein, même si on est en confinement. Et donc, c'est vrai que là, c'est un moyen encore de regarder, et puis, quand on regarde un dessin comme ça,
on peut se regarder alors qu'on a du mal nous-mêmes à le faire. Donc, c'est un peu comme un miroir. Je trouve ça très bien, moi. L'expression du langage par… Et alors, c'est une très bonne transition pour notre 5e point quand même, Maryse. Voilà. Les liens en période de Covid. Tu peux me mettre la diapo du titre, Hervé, s'il te plaît. Ça doit être la 5e thématique. Tu nous fais des effets, Hervé, là? Et on revient, on avance. Je ne peux pas m'empêcher de m'arrêter à nouveau sur l'arbre de la résilience. On y reviendra. Vraiment, me parle beaucoup personnellement, voilà. Donc, et là, j'arrive tranquillement. Voilà. Donc, relation au temps de la Covid. Donc, je voulais juste rajouter une petite chose qui a été dit par rapport à un commentaire dont tu nous as parlé, Laurent, et Karen nous a justement expliqué le pourquoi du choix de l'émotion et du relationnel de l'aidant, alors que des personnes sont effectivement, et ça on l'entend, hein, on l'a souvent dans nos témoignages, sont sans proches, sans aidants, quelquefois. Donc, c'est vrai que ce dont on a parlé, c'est pas quelque chose qui est sectaire, qui est vraiment que pour les personnes qui ont des aidants. Effectivement, il y a des tas de choses dans le relationnel, dans l'humain, dans le contact avec les autres qui se regroupent et qui nous permettent d'aller mieux. Et quelquefois de comprendre même une personne à qui on va parler dans la rue, d'avoir une image peut-être différente sur soi. Et voilà, donc j'espère que ça répondra quand même à toutes les personnes pour qu'elles ne se sentent pas isolées. Alors, dans les relations au temps de la Covid, voici un témoignage que nous avons vu dans ce MOOC. Mais l'écriture m'a permis de vider toute mon angoisse dans un recueil assez noir, où j'ai mis des mots sur ma maladie. Lorsqu'aujourd'hui je relis ces poèmes, j'ai l'impression que c'est une autre que moi qui a écrit ces vers. Je me suis débarrassée de l'angoisse qui m'étreignait. Angoisse surtout liée à l'extrême souffrance des protocoles et des effets indésirables. Aujourd'hui, cela va mieux. Je me remets à espérer et à me projeter, certes avec moins d'ambition qu'avant, mais j'ai réussi à redevenir actrice de ma vie. Je redoute la rechute, mais mon bien-être me permet d'éluder très vite ces pensées négatives. Un témoignage d'une aidante qui nous disait « Finalement, le fait qu'elle s'en soit sortie face au corona m'a amené… » disons, je l'avais enlevé, mais bon, il est réapparu. Donc, c'était également une façon de parler du confinement, on peut le laisser. Voilà, le fait de se sentir mieux juste parce que la personne a échappé au coronavirus. Corona. Nous pourrons parler de la peur de contaminer en cette période de fin d'année et autres peurs. Donc, Karen, je pense que tu as des tas de choses à nous dire vu ta profession et toutes les personnes que tu entends. En plus, effectivement, comme j'ai des patients et des proches en accompagnement depuis le début de la crise sanitaire, et notamment dans cette perspective des fêtes de fin d'année, effectivement, c'est une période particulièrement sensible. Alors en plus, comme je l'avais déjà évoqué, les notions de gestes barrières, de distanciation, enfin quand même, ça n'a pas grand-chose à voir avec la proximité, l'amour, l'affection, les câlins. Déjà, les mots veulent tout dire. C'est quand même un peu compliqué de trouver des voix dans ce contexte. Et puis, c'est quand même pas facile en fait de gérer cette période parce que finalement, on doit un peu faire coexister des notions qui sont quasiment antagonistes, c'est-à-dire à la fois l'amour, la distance, le danger. Je t'aime, je me protège de toi. Ça, c'est contre-intuitif. Bien sûr, je t'aime, je te protège, tout le monde va comprendre. Mais en même temps, se protéger de ceux qu'on aime, c'est pas quelque chose de naturel en réalité. C'est quelque chose qui peut être un peu compliqué à la fois à vivre, peut-être avec une certaine culpabilité, mais aussi peut-être à vivre pour ceux dont on se protège et qui n'ont peut-être pas conscience à quel point on est exposé, à quel point on est fragile.
Donc, si vous voulez, c'est devoir faire coexister tout ça, c'est pas facile. Cette période modifie profondément le lien social. Avoir peur de contaminer l'autre ou avoir peur d'être contaminé, on doit vivre avec ces sentiments qui sont extrêmement inconfortables. Et effectivement, je t'aime, je me protège de toi, eh bien, psychologiquement, c'est quasiment pas acceptable. Et dans la réalité, quand on est malade ou éventuellement on est fragile, techniquement, c'est nous qu'on protège. Techniquement, effectivement, on va accueillir des gens qui vont potentiellement nous mettre en situation de danger, des êtres qu'on aime, des proches, et en fait, ils vont devoir faire attention pour ne pas nous contaminer. Et donc, je t'aime, je me protège de toi, c'est pas facile. Alors, moi, en fait, j'ai trouvé une solution pour qu'on vive mieux le fait de demander à nos proches de porter le masque, de respecter la distanciation sociale et d'attendre quelques mois pour manger le lapin aux girolles. D'ailleurs, oui, si on attend les girolles, ce sera plutôt l'automne prochain. C'est qu'en fait, parce que c'est difficile aussi de ne pas faire à manger à ceux qu'on aime, hein, ils viennent manger leur plat préféré, alors que manger ensemble, c'est quand même pas l'idée du siècle en ce moment. Alors moi, j'ai trouvé une idée. Parce que finalement, je t'aime, c'est pas que je me protège de toi, c'est que je te protège de ce qui peut m'arriver. C'est ça, en fait. Je t'aime, je te protège de ce qui peut m'arriver de grave. Je te protège de la peur, je te protège de la tristesse de me voir tomber malade ou m'aggraver. Je te protège de la culpabilité de m'avoir rendu malade, parce que c'est ça peut-être qui pourrait se passer si jamais on ne faisait pas attention. Et donc, d'une certaine manière, te demander à toi de faire attention, c'est te protéger de ce qui pourrait m'arriver parce que peut-être que tu n'en as pas si conscience que ça. Et donc, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus acceptable de se dire, finalement, je suis en train de protéger mes proches de ce qui peut m'arriver en mettant en place toutes ces mesures et toutes ces restrictions. Alors, après ça, moi, il y a quand même une chose que je voudrais dire, parce que j'ai des patients qui me parlent de la Covid comme de quelque chose de fatal à tous les coups. C'est-à-dire qu'ils sont dans une angoisse, dans une peur que si jamais ils étaient atteints par ce virus, ils ne s'en sortiraient pas. Eh bien, quand même, bien sûr qu'il faut être vigilant, bien sûr qu'il faut appliquer les gestes barrières, mais on le voit dans ce témoignage, et certains d'entre vous ont dû être touchés. Heureusement, on peut avoir un myélome ou une autre maladie ou des facteurs de risque, tomber malade du coronavirus et s'en sortir. C'est heureusement la plupart des gens qui sont dans cette situation. Donc, bien sûr, tout faire pour s'en protéger, mais peut-être raison garder sur le risque. C'est-à-dire que comme on a déjà une maladie et qu'on a déjà un sentiment de vulnérabilité, cette histoire de crise sanitaire et de Covid, elle a accentué, elle a amplifié le sentiment de vulnérabilité. Et ça, du coup, on est parfois dans une espèce de peur phobique d'être contaminé. Mais là, vraiment, j'espère que vous avez suivi les webconférences avec les médecins ou avec effectivement les virologues. Bien sûr qu'il faut être vigilant, mais si vous respectez les gestes barrières, vous êtes protégé. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont quand même possibles dans la relation, dans la vie sociale. Bon, et puis après, évidemment, on a tous développé des stratégies pour continuer à se voir, à communiquer, à parler, etc. S'écrire, les réseaux sociaux, jouer à distance, et puis peut-être écrire. J'ai beaucoup de gens qui ont écrit pour leur famille, qui ont écrit des livres, qui se sont engagés dans des choses. Ça peut être aussi préparer les moments d'après où on pourra être tous ensemble. Ça aussi, c'est motivant. Voilà, enfin, en tout cas, je crois qu'on a tous essayé de trouver des solutions pour pouvoir préserver les liens pendant cette période, mais c'est vrai que psychologiquement, c'est particulièrement difficile, les liens et le vécu des relations en cette période de crise sanitaire. Maintenant, la grande question, la vraie question, c'est est-ce que la Covid va nous voler Noël? Et voilà, moi, je pense que cette question profonde, existentielle, qui nous traverse tous, est encore en suspens. Donc, effectivement, pourquoi sommes-nous autour dans de tels enjeux, alors que ça fait des mois quand même qu'on s'adapte, qu'on fait des efforts, pourquoi de tels enjeux? Bien évidemment que les fêtes de fin d'année, notamment Noël, c'est extrêmement symbolique, se rassembler, être en famille. Pour certains d'entre vous, c'est la seule période de l'année où ça se fait, peut-être parce que vous êtes à distance les uns des autres, même en général, pas seulement en période de crise sanitaire. Il y a beaucoup d'enjeux autour de cette période. Mais est-ce vraiment le seul point de vue qu'on peut avoir sur Noël et sur la façon de vivre Noël?
Est-ce que ce sera possible cette année? Pas certain pour tout le monde. Est-ce qu'il ne faudra pas faire des sacrifices? Certainement, bien sûr. Mais peut-être que ces sacrifices, on les fait pour tous les Noëls prochains, pour pouvoir les vivre ensemble. Donc peut-être que ces sacrifices sont nécessaires. Et puis, moi, je me dis que chacun d'entre vous, en ayant connu la maladie et même les aidants qui sont proches de vous, vous avez réussi à vous adapter à une situation difficile, à regarder les choses différemment, à trouver d'autres manières de faire. C'est pareil pour Noël. Je pense que là, c'est un enjeu collectif. Voyons les choses différemment. Est-ce qu'on ne peut pas faire un Noël sans manger à table? On fait un petit buffet, par exemple, et puis chacun va sur sa chaise. Est-ce qu'on ne peut pas faire des sous-groupes? On va s'échelonner. Un groupe à 16h, un groupe à 19h30, un groupe dans la cuisine, un groupe dans le salon. Peut-être qu'on peut trouver des aménagements. Peut-être qu'on peut boire le champagne à la paille pour éviter d'enlever les masques. Il y a peut-être des solutions. Hein. Donc, effectivement, on peut peut-être imaginer, et peut-être même à distance, hein, en se faisant livrer des cadeaux, en partageant à distance, parce que cette fois-ci, ce sera difficile de faire autrement. Mais moi, je vous encourage vraiment à sortir de cette espèce de symbolique, là, où on met tellement d'enjeux, et puis de traiter ce moment avec un regard différent pour essayer d'en faire quand même un moment agréable, un moment voilà, qui va pouvoir exister, mais avec ses limites. Et surtout pour qu'on puisse prochainement pouvoir vivre en toute liberté tous ensemble, et notamment tous ces prochains Noëls, parce qu'il faut continuer à se protéger dans cette période. C'est pas parce que c'est symbolique et qu'on peut pas s'en passer qu'il va falloir se mettre en danger alors que ça fait des mois qu'on a fait autant d'efforts. Je crois qu'il faut vraiment voir les choses autrement. Et puis essayer de s'adapter, comme vous avez pour tous, mais tous, vous avez été obligés de le faire dans plein de situations de votre existence depuis que vous êtes tombé malade. Donc voilà, moi je vous encourage à être créatif sur cette fête de Noël qui va être différente, mais qui peut aussi avoir du sens et qui peut aussi être relativisée pour ceux qui ne pourront pas la vivre comme ils veulent. Marie, tu voulais dire quelque chose? Non, je t'écoutais avec attention, mais je pense que je ne suis pas la seule. Hein. C'était très intéressant parce que naturellement, on est dans le vif du sujet, hein, cette période de Noël. Bon, on a beau se dire, il faut garder cet esprit de Noël, il faut vivre, comme je le dis moi-même, on est dans la vie, donc, mais en s'adaptant, c'est-à-dire en faisant, comme tu le dis, des façons différentes, des tours de rôle, des modes d'opération un petit peu plus opératoires, on va dire, différents de ce dont on a l'habitude de faire pour Noël. Mais il faut s'adapter. Et c'est vrai que dans un premier temps, quand on ne prend pas la chose comme ça, comme tu l'expliques, c'est frustrant. Donc, il dit frustration, il dit on est mal, on est triste, on s'angoisse, on angoisse toute la famille, ça ne va pas aller, il n'y a pas de Noël, c'est triste cette année. Même moi, hein, je me suis surprise à me le dire. Mais bien sûr, mais on ressent tous des choses de cette nature parce que justement, il y a quelque chose de très symbolique autour de cette date. Mais je crois que on est absolument capable de voir les choses différemment cette année, surtout qu'il y a des belles perspectives et que ce serait dommage de se saper le moral parce qu'on ne peut pas atteindre peut-être l'idéal du Noël qu'on se représente. Sortons un peu du symbole et puis essayons d'en faire quelque chose qui a du sens, de l'imaginer différemment, de l'appréhender avec philosophie. Et puis finalement, faire des sacrifices par amour, c'est-à-dire pour nous préserver les uns des autres jusqu'à ce qu'on puisse vivre pleinement des moments de convivialité. Faire des sacrifices par amour, y compris sur une fête aussi symbolique, ça peut aussi avoir du sens. Ne pas aller voir des proches parce qu'on est trop nombreux, ça nous fait de la peine, peut-être c'est pas ce qu'on souhaitait, mais c'est aussi une preuve d'amour et c'est aussi continuer à être sur la ligne de se dire pour profiter plus tard et profiter longtemps et profiter beaucoup de Noël, il faut peut-être que cette année, on soit philosophe. Merci beaucoup, Karen. Et puis, je peux te dire que tu as beaucoup de succès. Il y en a qui pensent même te nommer ministre. Tu as vraiment fait l'unanimité ce soir. Moi, je suis très bien. Moi, j'adore mon métier. Et je remercie, mais la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Commenter avec brio et puis qui sont vraiment intéressants. Je me répète, mais pour tout le monde. Merci encore à toi. Je pense que nous pouvons avancer si tu es d'accord. Bien sûr, je t'en prie. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'était que
ben voilà, dans cet esprit de Noël, hein, votre sapin que nous avons un petit peu commencé à construire ensemble ce soir, je vous propose d'accrocher déjà ce petit cadeau du jour, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, un cadeau du cœur qui représente des tas de choses et puis en même temps qui est très beau, le cadeau de Sophie. Et puis vous pouvez aussi y accrocher toutes nos petites lumières de ce soir pour qu'elles brillent bien comme il faut. Et puis pas rien qu'un moment, mais aussi longtemps que possible. Et puis vous pourrez aussi y accrocher d'autres belles choses encore. Je laisserai Hervé ensuite pour la transition. Et naturellement, je voulais vous souhaiter un très très bon Noël à tous. J'ai Laurent. quelques questions quand même. Hein, je ne vais pas reprendre mes questions parce que la plupart ont été… Ah, c'est pas fini, hein? Non, mais maintenant c'est à ton tour. C'est à mon tour de parler. Ouais, je vous ai écouté avec plaisir, hein, mesdames. Ouais. C'est pas facile de me taire, mais je vous ai écouté avec plaisir. Voilà. Ouais. Il y a toutes les questions. Alors, sur les questions sur la relation, hein, on voit bien la difficulté. Il y a beaucoup de questions. Mais comment je peux dire à l'autre quand je suis malade? Comment je peux dire ce que je ressens et ce qu'il va comprendre? Il y a beaucoup, et à l'inverse, quand je suis aidant, comment je peux dire ce que je ressens à mon proche malade? Comment lui parler des spécificités médicales? Comment je peux parler de ce qui m'arrive complexe? Il y a tout ce qui est complexe qui m'arrive, comment je peux en parler à l'aidant pour qu'il le comprenne? Et puis, il y a aussi, alors il y a eu plusieurs questions sur alors, la fameuse épée de Damoclès et sur la période… on est nombreux malades du myélome à avoir bonne mine, et y compris en rémission ou pas d'ailleurs, et comment faire comprendre que non, même en rémission, la maladie est toujours là et on a toujours des contraintes qui nous embêtent, des douleurs qu'on ne montre pas forcément. Et toutes ces idées-là qui n'est pas simple, et notamment qui tournent autour de la rémission, du moment entre deux traitements. Alors pour ces catégories, là, je veux bien réagir, Laurent, parce que tu me poses tellement de questions que je vais complètement oublier. Je crois que mes capacités de mémorisation vont être dépassées. Il faudra un secrétaire, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, là, toutes ces questions, elles rejoignent l'idée de comment je fais pour communiquer. Tout à fait, dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors déjà, la première chose, c'est faites. C'est-à-dire que d'abord, on se dit qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, est-ce que je peux le faire ou pas, est-ce que je peux parler ou pas, comment je peux faire. Alors déjà, faites. C'est-à-dire, partez du postulat que vous allez quand même essayer de communiquer quelque chose. Ça ne donne pas forcément de garantie d'être efficace, mais beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas forcément tenté encore. Hein, donc, je vous encourage à le tenter. Je dirais que ce qui me semble important dans la communication des choses difficiles, c'est d'abord les conditions. Ça paraît bête de dire ça, mais les conditions. Vous ne mettez pas à communiquer dans des mauvaises conditions, quand il y a des tensions, des incompréhensions, quand il y a du bruit, quand le contexte n'est pas favorable, quand vous êtes occupé. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on va communiquer, surtout des choses délicates, elles sont importantes. Dans des moments apaisés, dans des moments de complicité, dans des moments calmes, où on n'est pas occupé, où on a un petit peu de temps devant soi. Donc ça, déjà, ça peut faciliter les choses. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas comment aborder, je vous encourage à être très honnête avec votre proche et à dire, voilà, j'aimerais bien te parler, mais je ne sais pas comment faire. Je vous assure que c'est un excellent préambule. C'est d'une vérité, tout le monde est sensible à ça. Déjà, vous aurez posé les jalons de j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. C'est normal de ne pas savoir comment faire. Vous n'êtes pas un spécialiste, hein. Et puis c'est des choses délicates. Donc moi, je vous encourage, si vous ne savez pas, de dire j'aimerais bien te communiquer des choses, mais je ne sais pas comment faire. Déjà, comme ça, on prendra votre exercice avec indulgence. En plus, un petit principe, ça consiste à dire je et pas tu. C'est-à-dire que dire comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses, et pas forcément tu dis pas ci, tu fais pas ça, tu réagis comme ça, tu sais pas faire code, tu sais pas me répondre, t'as pas compris de quoi j'avais besoin. Évidemment que si vous abordez les choses sur le registre un petit peu du reproche, entre guillemets, ou de l'attente qui serait pas satisfaite, c'est probable que le message passe pas très très bien. Donc je vous encourage à attendre d'être plutôt dans de bonnes dispositions et à aborder les choses en disant moi j'ai l'impression que tu as du mal à vivre cette situation, j'ai le sentiment que tu es moins présent,
je trouve quand même que je me sens un petit peu infantilisée. J'aimerais bien à certains moments me sentir plus autonome. Il vaut mieux que vous parliez de ce que vous ressentez plutôt que vous parliez du comportement de l'autre. Parce qu'effectivement, ça va faciliter la communication. Alors, pour ce qui s'agit de communiquer les choses que les autres ont du mal à comprendre, déjà, je vous disais qu'il y a des choses qui sont incommunicables et donc parfois, ils ne comprendront pas parce qu'ils ne pourront pas mesurer. S'agissant des rémissions, par exemple, ou des situations dans lesquelles vous paraissez aller bien alors que vous n'allez pas bien, ça, si vous voulez, il y a quand même quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que ceux qui sont autour de vous ont tellement envie que vous alliez bien, ils ont tellement envie que vous soyez en rémission, ils ont tellement envie d'avoir une vie normale, que les choses reviennent comme avant. Ça les sécurise tellement de sentir de penser que vous allez bien, qu'en fait, dès qu'ils auront une opportunité, ils vont la saisir la plupart du temps pour considérer que vous allez bien et vous pousser à aller bien. Mais ça, si vous voulez, c'est lié au fait qu'ils ont tellement envie que vous alliez bien qu'en fait, ils vont être un petit peu dans cette espèce de vision. Alors, si vous voulez, après, moi, je vais un peu vous sensibiliser sur certaines ambivalences que vous pouvez avoir en tant que malade. C'est-à-dire que parfois, vous allez ressentir ou vous plaindre du fait qu'on ne reconnaît pas vos fragilités ou le fait que vous soyez en situation de maladie ou de vulnérabilité. Et parfois, vous n'avez vraiment pas envie qu'on vous prenne pour des malades et vous vivez mal le fait qu'on fasse à votre place, qu'on vous infantilise, qu'on vous parle comme si vous aviez, ou que vous ne soyez pas capable, etc., alors que vous aspirez peut-être à reprendre certaines activités ou à prendre certaines positions. Il faut aussi que nous, en tant que malades, on réalise qu'on n'est pas tout à fait clair non plus sur ce qu'on attend et qu'on peut avoir aussi des besoins et des envies assez ambivalentes. Alors, parfois, vous attendez des choses de l'autre, mais n'oubliez pas qu'à certains moments, vous attendez l'inverse et que vous ne pouvez pas forcément espérer que vos proches vont répondre avec un bouton on-off exactement à ce que vous attendez, alors même que vos attentes sont parfois paradoxales. Voilà. Donc ça, je voulais vous le dire aussi parce que je l'entends tellement, je le ressens tellement dans les accompagnements, cette ambivalence, que imaginez bien que pour votre proche ou pour vos proches, vos amis, votre famille, ce n'est pas forcément évident de se repérer, de s'adapter à ces fluctuations. Hein. Et donc, la meilleure façon, en tout cas, de limiter les incompréhensions, c'est de vous exprimer. Mais encore une fois, comme je vous le disais, essayez de le faire dans un bon environnement, au bon moment, vous, quand vous êtes calme et dans de bonnes dispositions, et surtout jamais sur le registre du reproche. Et puis, demandez toujours à l'autre comment il se sent, lui, parce que ça lui fait plaisir. Tout à fait. Donc, il y a quelqu'un, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est une situation, je pense, qui arrive de temps en temps et quand le malade lui-même est aidant, hein, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois malade et aidant et malade, et c'est une situation encore particulière qui ne semble pas si rare que ça, je pense. Voilà, hein, c'est un petit. Je ne sais pas qui est cette personne qui a mis ça, mais un petit coucou amical à cette personne qui a mis ça, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de. Je dirais que ça renforce encore plus l'idée qu'il faut que la personne se fasse aider. C'est que être aidant et soi-même avoir besoin d'aide, ça sous-entend de chercher absolument des ressources, des aides, des accompagnements là où ils sont possibles, auprès des professionnels, au niveau social, auprès des associations. C'est que là, dans ces cas-là, soi-même en situation, c'est déjà extrêmement difficile, soi-même en situation de vulnérabilité, il faut absolument, il faut se faire aider, il faut que vous acceptiez cette idée. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis, sur les questions sur le Covid, c'était plus des questions. Alors, il y a eu des questions auxquelles j'ai répondu directement sur le chat en disant que je ne savais pas. C'est des questions sur les vaccins, parce qu'il n'y a pas de médecin parmi nous. Moi non plus, je ne peux pas répondre. Voilà, sauf qu'on va quand même questionner, j'ai répondu, qu'on allait questionner au niveau de la F3M les médecins de l'IFM, parce que c'est une question très, très particulière. En plus, je sais pas, entre les différents types de vaccins, et que tout prochainement, on communiquera sur les réseaux, sur notre site, sur ce que nous diront les médecins de l'IFM par rapport aux vaccins Covid, spécifiquement suivant les vaccins. Voilà. Le message pour le moment des médecins de l'IFM, c'est à chaque fois qu'on peut se protéger,
on le fait, et si c'est par un vaccin, faisons-le. Mais il y a différents types de vaccins, et suivant la situation de chaque malade, ça peut être différent. Donc, on va leur demander des précisions pour pouvoir communiquer de choses justes sur le sujet. Et puis, pour finir, sur toutes les questions sur… tu as largement répondu, Karen, sur toutes les… Il y avait des questions, comment je fais pour… quand tu nous as poussé à l'inventivité sur… voilà… on voudrait être plus nombreux à Noël que 6. Comment faire? Est-ce qu'il faut… il faut faire des sous-groupes ou alors voilà, se diviser géographiquement dans la maison. Et avec l'idée quand même que c'est pas forcément facile à faire comprendre qu'il faut, oui. Et je pense que dans ce que tu disais, je ne sais plus la formule que tu as dit, mais c'est parce que c'est pour toi, pour pas que tu vives la situation que je sois malade, bien sûr, voilà, que je te demande de me protéger. Ouais, je pense que voilà, donc j'ai largement répondu à toutes ces questions. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y a une question technique pour Hervé pour le réveiller. C'est une fois le MOOC terminé et validé, pouvons-nous revenir sur celui-ci à tout moment? Réveille-toi, Hervé, c'est à toi. Mais il faut mettre le micro. Il faut mettre le micro. Les journées sont longues. Hervé, le micro. Et merci à toi, Laurent. Et si tu veux bien, pour demain matin, c'est à 7h15. Voilà, donc écoute… sérieusement, est-ce qu'on peut revenir, une fois qu'on aura validé le MOOC, est-ce qu'on peut revenir en arrière à tout moment? Non, alors le MOOC va fermer, effectivement, c'est une bonne question, mais il va fermer ses portes le 13 décembre, donc dimanche soir. Donc nous vous invitons à prendre encore ce temps qui est devant vous pour y aller. Si vous avez des questions particulières, tout à l'heure, j'ai posté l'adresse mail que vous pouvez utiliser pour nous contacter si vous avez des demandes spécifiques, mais le MOOC va effectivement fermer ses portes. Vous le savez, nous avons 2 sessions chaque année. La prochaine arrivera au printemps, mais entre-temps, je sais que la F3M prépare aussi d'autres webconférences et d'autres initiatives, mais Laurent aura l'occasion d'y revenir. Je vais rappeler dans quelques instants l'adresse mail, mais les replays, le MOOC, vous avez encore le temps, comme vous le voyez sur cette diapositive, d'y aller, de penser à finaliser, mais il fermera effectivement ses portes dimanche. Pour compléter ce que vient de dire Hervé, toutes les vidéos de la F3M, les vidéos que vous avez eues soit sur à notre JNM, soit y compris les webconférences du MOOC et autres, sont sur notre chaîne YouTube de l'association. Donc, il y a plein, et classé par thème, sur les nouveaux médicaments, sur tout ce qui est, tous les thèmes qu'on traite habituellement, qui sont traités dans le MOOC. Vous pouvez retrouver des vidéos sur notre chaîne YouTube et vous les retrouverez. Quoi. La vidéo, tous les replays sont des replays du MOOC qui sont. Voilà. Alors, je vais demander, pour conclure, à Manon de revenir sur le devant de la scène pendant que je suis en train de télécharger sous forme de ce feu d'artifice qu'elle nous propose et que je viens de découvrir avec grand bonheur. Voilà, c'est en train de se charger et je vais le partager avec vous. Voilà. C'est vraiment… J'ai bien pris en compte le fait de briser le cube de glace, en fait. C'est génial. Merci, Manon. De rien. Et puis… Au-delà de, voilà, c'est super ce que tu nous as fait, Manon, et puis ça montre bien aussi, comme l'a fait Sophie dans son dessin, comme ce qu'a dit Maryse nous a envoyé des photos, l'importance d'être créatif, chacun à son niveau, de créer, sortir des choses de ce qu'on se dit, de mettre des mots. Toi, tu mets des dessins, des mots en dessin ou des dessins en mots, je ne sais pas dans quel sens le dire, mais c'est vraiment génial. Merci beaucoup. Je suis très touché, Manon. Vraiment, c'est un beau cadeau que tu nous fais. C'est vraiment exceptionnel. Chaque partie
prises l'une après l'autre et ensuite mises bout à bout avec cette dynamique que tu crées, moi, je suis vraiment épaté. Merci beaucoup. Épaté, pareil. Pour une fois, je suis d'accord avec Hervé. Ouais, c'est vrai, ça nous arrive au moins, enfin, je veux dire, au moins une fois par jour d'être d'accord, mais là… Là, on est pleinement d'accord. Là, on est pleinement d'accord. Ouais, c'est… Tu veux dire quelque chose, Manon? Parce que toi, tu as vu l'évolution hein, de cette session avec ton œil extérieur. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment tu perçois tout ça. Ça a été extrêmement inspirant déjà, vu le résultat. Ça a été très dense et très intense. Donc, je suis contente d'avoir pu en sortir quelque chose qui est quand même parlant et qui est plutôt global, entre guillemets. J'ai pris parti ni pour les soignants, ni pour les malades, ni pour les aidants, en fait. C'est un ressenti vraiment qui est global, comparé à ce que j'ai pu entendre, à ce qui a été redondant dans la séance. J'ai vu il y a eu beaucoup de, comment dire, pas de souffrance, mais enfin, si aussi, en fait, de peine, d'impuissance. Ça a été très, très, très enrichissant à ce niveau-là, mais en fait, j'en vois que du positif à la sortie et que des belles choses en perspective. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amour et d'humanité, Manon. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai pu ressentir et au final, c'est ce qui ressort le plus, je trouve, dans cette planche, en fait, malgré tout. Avec. C'est même pas malgré tout, c'est avec. C'est vraiment les émotions. C'est pas malgré tout, c'est vraiment avec. Et c'est superbe. Merci du fond du cœur. Oui, merci vraiment. Et on va le mettre dans le MOOC, bien sûr, puisqu'il y aura toute sa place. On va le mettre également sur les différentes, le réseau social de la F3M. Je pense qu'il aura une jolie place, de la même manière que le dessin qu'a partagé tout à l'heure Sophie, de la même manière que ce que Maryse a partagé, mais que nous n'avons pas montré ce soir. Et nous vous demandons, et ce sera probablement partie intégrante de la prochaine session du MOOC, eh bien, c'est un appel à ce que chacun d'entre vous, suivant ses talents, et on sait qu'ils sont nombreux, puisse nous envoyer des dessins, parfois des poèmes. Nous avons déjà partagé lors d'une précédente session les poèmes. Il y a Hélène qui est présente là dans le MOOC. Voilà, il y a Hélène, effectivement. Hélène, notre tutrice, qui nous avait partagé un magnifique poème, etc. Bon, bref, n'hésitez pas. Ce MOOC, c'est le vôtre avant tout. C'est une aventure humaine qu'on partage tous ensemble. Donc, vous avez. Je vais remettre pour terminer l'adresse mail de manière à ce que vous puissiez nous envoyer vos contributions, quelles qu'elles soient. Et voilà. Il y avait une question pour Karen. Est-ce que tu consultes en Suisse? Pas encore, et j'avoue que c'était pas tout à fait un projet, mais j'accueillerai les Suisses et toute personne qui viendra de n'importe où avec plaisir. Et d'ailleurs, je consulte à distance aussi, si ça peut intéresser la personne suisse en question. Voilà. Les nouvelles technologies nous permettent même depuis plusieurs mois de pouvoir communiquer même en ne se voyant pas physiquement. Donc, je n'ai pas besoin de venir en Suisse pour qu'on se parle même éventuellement. Voilà. Mais c'était une question, je ne l'ai pas inventée. Non, non, effectivement, je n'y avais pas pensé. Hervé, on peut peut-être faire la petite conclusion. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense du bien, parce qu'effectivement, on est encore… Tu vois, on a un peu mordu quand même. On a un peu mordu, on a un peu débordé. Voilà, donc je reviens par rapport à la dernière diapositive, le temps de faire l'aller-retour, bien évidemment, avec… donc vous allez voir des défilés à grande vitesse. Attention, c'est la DGV, la diapo à grande vitesse. Parce que vous voyez, effectivement, nos amis quittent cette session-là parce qu'ils n'avaient pas prévu de rester aussi longtemps, et c'est dommage qu'on ne puisse pas les saluer avant qu'ils s'en aillent. Voilà, eh bien, allons-y. C'est la dernière et c'est à vous de conclure les uns et les autres. C'est vrai que je me suis laissé bercer également comme chacun d'entre vous. Voilà, il y a encore près de 120 personnes qui sont là. Et donc, il est temps que chacun, si vous voulez bien, puisse donner son mot de conclusion. Karen, tu veux bien commencer? Comme vous voulez. C'est à toi. À moi? D'accord. Vas-y, Karen.
Bah, écoutez, j'étais très heureuse de participer à ce moment avec vous. Je voudrais juste vous donner une petite information historique, un petit rappel. Je ne suis pas une spécialiste, mais en fait, ce qu'on fête le 25 décembre, c'est-à-dire effectivement la naissance de Jésus-Christ, n'est pas au 25 décembre. Ce qui m'a rassurée par rapport à ce vécu de ce Noël de cette année, c'est qu'en réalité, la naissance de Jésus a été fixée au 25 décembre par le pape Libère vers l'an 354. Et effectivement, ça correspondait, c'est ce qu'il voulait, à une fête païenne, une fête du soleil, d'accord? Je vais vous donner le nom de cette fête, Sol Invictus, le soleil invaincu. Et donc, effectivement, en me rappelant ce fait historique, je me suis dit que finalement, nous étions libres de fêter Noël à n'importe quel moment, parce qu'en réalité, on n'en sait rien, et que si on fait Noël en mars ou en avril, tous ensemble, au milieu des pâquerettes, au soleil, avec le chant des oiseaux, eh bien, ça aura quand même du sens, parce que finalement, rien ne nous oblige de fêter au 25 décembre, d'accord? Et puis, je me disais aussi que si cette fête païenne du soleil invaincu, eh ben, on peut en faire cette année le Noël de l'amour invaincu, quelles que soient les conditions dans lesquelles on va fêter Noël. Et je voulais vous montrer que je me suis adaptée cette année. J'ai trouvé un magnifique masque à paillettes. C'est mon masque spécial fête de fin d'année. Je vous encourage à vous équiper. Regardez, c'est charmant. Ça change tout. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, c'est sûr. Voilà, joyeux Noël. Bonne année, joyeux Noël. Mettons des paillettes. Plein de paillettes. Voilà. Bonne Des fête à tous. paillettes. Ah, les paillettes, c'est trop mignon. Je vais faire. Vas-y, à poursuis. toi, Laurent. Je vais pas dire grand-chose, je vais dire un immense merci à tout le monde, c'est-à-dire à tout le monde, à la fois les tuteurs du MOOC, tous les participants du MOOC, à l'équipe d'Hervé, à tous les gens, et surtout à tous les participants, à tous les malades aidants qui se sont inscrits, parce que c'est vous tous qui faites ce que le MOOC est aujourd'hui. C'est pas d'un seul côté, le MOOC qui se construit ensemble, et voilà. Donc moi, de temps en temps, j'essaye de faire le MOOC comme simple participant et à chaque fois, j'y prends un immense plaisir. Donc, merci à vous tous. Bonne fête de fin d'année, quoi qu'il arrive. Marie. Écoutez, moi, c'est pareil. J'ai passé un très bon moment là en votre compagnie. Et je vois que beaucoup de personnes ont également passé une bonne soirée. Ça nous fait chaud au cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est vraiment sincère ce que je vous dis. Parce qu'en fait, voilà, l'échange, il est là. On passe à travers l'écran, hein, comme cette belle représentation que nous a fait Manon. Ben, on ne peut plus serrer la main, là, comme les personnes en haut. Là, on ne peut plus trop s'attraper non plus. On ne peut plus faire du physique. On ne peut plus se caresser. Et voilà, il n'y a pas ce rapprochement. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais voilà, il y a tout ça. Il y a tout ce que l'on peut faire avec nos écrans, avec nos envois de belles photos, nos envois de belles poésies, de belles aquarelles, et puis des messages, naturellement. Faire ce que l'on peut en communiquant. Je pense que c'est quelque chose d'important. Moi, je vous terminerai sur ça. Je vous dirai simplement, comme je le dis souvent, ne vous isolez pas vous-même. Essayons déjà de ne pas s'isoler soi-même pour ressentir la solitude vraiment de façon beaucoup plus soft en ces temps. Et puis, passez de très bonnes fêtes tous. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Faites ce qui vous plaît. C'est écrit, joliment écrit par Manon. Tu veux dire un petit mot, Manon? Merci beaucoup pour l'expérience à tous, hein, autant les participants que les intervenants. Ça a été une très belle expérience pour moi et je suis ravie d'avoir participé à ça et d'être témoin de tant d'amour et de bienveillance et d'humanité. Voilà. Donc merci et belle fête. Il n'y a pas mieux. Merci Marie. Manon, merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Joyeux Noël, bonne fête. Merci à vous et à tout le monde.